Moi, quand je pars dans ces endroits-là, c'est de me retrouver seul dans le désert, pouvoir courir dans des endroits vraiment magnifiques, des décors de rêve, de cartes postales. Pour moi, c'est une évasion totale. On se retrouve dans ces endroits-là, c'est vraiment c'est grandiose. Il y a eu des arrivées d'étapes on était dans des endroits où on avait du mal à croire, tellement les paysages étaient beaux. Et ça m'a profondément marqué. Pouvoir me dire, quand je fais un petit bilan de tout ce que j'ai pu faire, je me dis, mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé pouvoir faire tout ce que j'ai fait. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait d'une personnalité inspirante et passionnée, ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast François Lacassagne. Alors qui est François Lacassagne ? François est un passionné de course à pied, mais vous allez voir, il ne pratique pas cette discipline comme vous et moi. Le footing de quelques kilomètres le dimanche matin n'est pas quelque chose qui lui suffit. François pratique la course à pied dans quelques-uns des endroits les plus hostiles de la planète. Sa spécialité, le désert. Et non seulement il court dans ces conditions extrêmes dans lesquelles son corps s'est adapté, mais en plus de ça, les distances de ses courses peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et comment il en est venu à pratiquer cette discipline, comment il se prépare physiquement et mentalement pour ce type d'événement, tout ce qu'il a découvert à travers toutes ses courses, de quelle manière ses supporters le suivent à distance et beaucoup d'autres infos absolument passionnantes. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour François Lacassagne. Bonjour Mathieu Vitra. Alors, je suis vraiment ravi que tu aies pu accepter de participer à ce podcast. Je t'ai demandé de venir parce qu'on a une passion qui est commune, c'est la course à pied. Mais toi, tu la pratiques d'une manière un peu extrême. Et avant de développer un petit peu sur cette discipline, est-ce que je peux te demander, dans un premier temps, de te présenter ? Alors voilà, moi je m'appelle donc François Lacassagne, je suis un coureur d'ultra. Je me suis spécialisé il y a quelques années dans la course de fond d'ultra, mais bien spécifique dans le milieu désertique. Voilà. Je suis un passionné du désert. J'avais et j'ai toujours pour but de traverser le maximum de déserts. J'en ai fait aujourd'hui 8. Voilà. J'espère pouvoir encore, si mon corps me le permet, aller encore un petit peu plus loin. Et voilà. Et donc j'espère peut-être cette année, si la situation le permet, peut-être repartir sur une nouvelle aventure. D'accord. Il y a déjà des choses de prévues alors. Il y a déjà des projets. Ok. Alors on pourrait se demander effectivement, c'est une pratique qui est assez particulière. Pourquoi ils s'infligent ça ? C'est vrai que c'est des milieux effectivement qui sont extrêmes sur des distances qui sont vraiment assez importantes quand même. On pourrait se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est vrai que moi j'arrive à comprendre ça parce que c'est vrai que bon, j'ai fait de la course à pied aussi à un niveau évidemment autre, bien moins important, mais je comprends effectivement l'objectif, la recherche du dépassement de soi et presque effectivement à un moment donné une recherche de but particulier, même si c'est extrêmement haut, et parfois il y a le fait de connaître ses limites, et ça peut être effectivement une question parfois, alors le terme est peut-être fort, mais peut-être un peu vital. Oui, bien sûr, on a toujours envie de se prouver quelque chose. Et quand on part dans ces endroits-là, on a envie d'aller au bout de soi-même. Moi, quand je pars dans ces endroits-là, c'est de me retrouver seul dans le désert, pouvoir courir dans des endroits vraiment magnifiques, des décors de rêve, de cartes postales. Pour moi, c'est une évasion totale. Et j'ai envie de me prouver, et même si ça ne me donne pas grand-chose, mais c'est toujours me prouver à moi-même que je suis capable de faire ce genre d'épreuve et d'aller au bout et de me faire plaisir dans ce genre d'épreuve. Et en plus, dans ces paysages-là, c'est magnifique. De pouvoir se retrouver seul dans cette immensité, c'est quelque chose de... C'est difficile d'en parler parce qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre, même si quelqu'un qui fait de la course à pied peut le comprendre. Mais quand on se retrouve dans ces endroits-là, c'est vraiment... c'est grandiose, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être... effectivement assez particulier. Alors pour décrire un petit peu la discipline, donc c'est des courses, on a dit effectivement, tu l'as dit, dans le désert. Ça fait environ 300 km.
Alors, il peut y avoir des changements. Voilà, il y a des formats un petit peu plus petits. Alors, les formats les plus petits font aux alentours de 170 km à peu près. D'accord. Et les plus longs les formats font à peu près 300 km à peu près. Voilà. Il y a du dénivelé? Il y a très peu de dénivelé parce que bon, on est souvent sur des plaines. Donc, alors non, l'avant-dernier que j'ai fait, j'étais en altitude, mais il n'y avait pas de dénivelé, si tu veux. C'était au Chili. Ouais. On était quand même à 4000, entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Mais voilà, on n'a jamais rencontré de dénivelé. On était vraiment sur le plateau, dans le désert d'Atacama. Non, le dénivelé, c'est pas ce que je recherche par contre. D'accord. C'est des épreuves où ça se fait par étapes. Oui. C'est des étapes qui sont à peu près d'une distance de 40, 50. Alors, ça varie suivant les formats. Il peut y avoir des petites étapes. Alors, quand on dit petites étapes, c'est au moins 25 km. Voilà. Et les plus longues font en général entre 40 et 50 km, suivant le format de l'épreuve et suivant le nombre d'étapes sur le total du raid, on va dire. Ouais, d'accord. Alors, on a effectivement l'idée du désert qui est uniquement sableux, mais c'est différentes surfaces. Il peut y avoir du caillou, il peut y avoir de la terre, il peut y avoir... c'est assez varié, j'imagine. Alors, c'est assez varié. Moi, j'ai fait beaucoup de déserts quand même très sablonneux. Alors après, c'est l'endroit où je préfère courir parce que peut-être que par rapport à ma petite foulée, j'ai un petit gabarit, donc j'arrive à avoir une toute petite foulée très rasante dans le désert, donc ce qui me permet quand même de courir peut-être un peu mieux que certains, peut-être, hein, mais voilà. Après, j'ai fait quelques déserts rocailleux. L'Atacama était quand même très rocailleux. Le dernier que j'ai fait, la Namibie, l'année passée, est très, très rocailleux aussi. Donc, c'est piste caillouteuse, piste sablonneuse, voilà, mais pas mal de cailloux. Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même assez... on pourrait dire hostile parce qu'il y a effectivement cette chaleur qui est extrême, le fait que tu sois a priori, enfin de ce que moi je peux m'imaginer, tu es effectivement seul à presque peut-être des kilomètres à la ronde, peut-être des dizaines ou des vingtaines de kilomètres à la ronde. C'est quelque chose qui est assez... Il y a très peu d'ombre. Le soir, à la fin de chaque étape, tu dors au bivouac. C'est les bivouacs. C'est les bivouacs. Alors c'est vrai que sur les étapes, suivant la configuration de la course, alors il faut savoir que sur ce genre de raid, on est une bonne cinquantaine en Europe. C'est un petit noyau, quoi. Voilà, on se retrouve à faire ce genre d'épreuve. Et bien souvent, on se retrouve d'une année sur l'autre, ou enfin, on retrouve à peu près les mêmes concurrents. Donc, mais chacun à son niveau, chacun fait sa course. C'est quand même, on ne partage pas grand-chose le jour de la course, puisque chacun prend son rythme et part tout seul. Donc c'est vrai qu'on on fait les premiers kilomètres ensemble pour se mettre en jambes, mais après 7-8 kilomètres, on se retrouve seul, quoi. Et voilà. Et après, c'est des heures et des heures à passer tout seul, à cogiter, à penser à plein de choses, à se rattacher à plein de choses, et puis à courir, et puis à aller le plus vite possible, voilà, pour essayer d'arriver le plus tôt, pour avoir un peu plus de récupération que les autres aussi à l'arrivée, parce que plus on arrive tôt, plus on a de récupération pour le lendemain, bien sûr. Oui, c'est ça, parce que tu parles de récupération, mais le soir, tu arrives à dormir, à te reposer. Déjà, en temps normal, quand on court pas des dizaines de kilomètres, on a du mal, enfin ça dépend des personnes, mais on a quand même du mal à dormir en pleine chaleur, même en France en temps de canicule. Donc dans ces conditions-là, pour une récupération optimale, ça doit être... J'imagine que l'entraînement, il fait pour beaucoup aussi, l'habitude. Bien sûr, on prépare le corps à ce genre d'épreuve, mais il faut savoir que c'est vrai que suivant les raids, on n'a pas toujours des conditions sanitaires, entre guillemets, de récupération optimale. C'est-à-dire qu'on arrive, on doit percevoir notre tente, bien souvent monter notre petite tente, et ensuite penser aux soins que l'on se fait soi-même, parce qu'il y a bien sûr tout un staff médical sur la course, mais qui n'intervient qu'en cas de nécessité, de gros pépins. Donc nous on gère les petites ampoules, on gère l'automassage, voilà, on gère tout ce genre de choses. Et donc une fois qu'on arrive, la première chose, c'est monter sa tente, s'occuper un peu de soi, manger un petit peu, et après essayer un petit peu de dormir, mais c'est souvent pas facile parce qu'on arrive, il fait souvent très très chaud, et quand on arrive c'est souvent en milieu d'après-midi, voilà, donc on a quand même du mal à se reposer, même si on est bien obligé de s'allonger et d'essayer de trouver le maximum
récupération pour être le plus opérationnel possible le lendemain, car ça va repartir le lendemain. Oui, bien sûr. Et alors, donc, vous êtes combien au départ à peu près? Ça doit dépendre. Alors, ça dépend du format. Le dernier que j'ai fait, c'était la Namibie, et on était 45 au départ. D'accord. Voilà, on était 45. Généralement, allez, 45, on est soixantaine, 70 grand maximum, sur des raids un peu moins, sur des formats un petit peu plus courts. Mais là, l'année dernière, on était 45. 45 au départ et 26 arrivants. Ouais, Voilà. Donc, tout le monde n'arrive pas. Non, voilà, tout le monde n'arrive pas. Il y a eu beaucoup de casses parce qu'il a fait très chaud. Les premières étapes étaient très longues. Le corps n'était pas encore habitué. Beaucoup de gens ont cassé. Il y a eu des blessures. Il y a eu les premières chaleurs qui ont été très très dures. Des gens qui sont déshydratés. De suite, qui sont partis aussi sûrement un peu trop vite. Il faut savoir qu'il faut quand même, sur ce genre d'épreuve, il faut savoir bien se connaître son corps. L'épreuve dure une semaine, 10 jours, voire un peu plus, suivant les formats. Et voilà, il est important de bien se connaître et de réguler tout ça, de savoir partir à sa main et de ne pas se griller, comme on dit, les premiers jours pour aller au bout et pour finir le mieux possible. Voilà. Ouais. Partir bien, continuer et finir le mieux possible. Voilà, c'est la ligne de conduite, on va dire. Ouais, faut que ça reste de toute façon, faut arriver évidemment, mais il faut que ça reste un plaisir aussi. Et Avant tout, c'est un plaisir. Bien sûr, on se prépare pendant. Moi, je me prépare au moins pendant 6 mois. Donc, je suis compétiteur. J'aime ça aussi. J'ai envie de me prouver. Et puis, je me prépare pendant 6 mois. J'ai des sacrifices. Donc, j'ai envie au bout qu'il y ait quand même quelque chose qui me fasse plaisir et qui me donne des émotions. Et même si ça m'en donne beaucoup, ouais. Mais voilà, j'ai envie quand même. Je suis quand même compétiteur dans l'âme avant tout. bien sûr, ouais. Tu as toujours été sportif. Alors, pour préparer un petit peu ce podcast, on en a parlé un petit peu. Tu as fait du sport, même étant gamin. Tu as toujours été assez actif là-dessus. Tu as un passé de rugbyman. Ouais, c'est ça. Alors, écoute, je baigne un peu dans le monde du sport depuis l'âge de 8 ans. Donc, j'en ai 56 aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé à l'âge de 9 ans le rugby. Voilà, j'ai joué dans différents clubs régionaux. Et j'ai joué jusqu'à l'âge de 30 ans. Ouais. Et puis à l'âge de 30 ans, j'étais arrivé à la fin d'un cycle au rugby. Et puis j'avais envie de continuer le sport. Et je suis parti sur la course à pied. Et voilà, qui m'a amené petit à petit sur ces grandes épreuves. Et donc le sport, oui, ça me connaît. Et puis ça fait partie de ma vie, quoi. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec François Lacassagne. Alors, c'est vrai que sur ces épreuves qui sont vraiment particulières, moi j'ai listé un petit peu. Tu as été au Chili, tu as été à Doha, en Jordanie, tu me coupes c'est ça. Au Mali, ouais. Au Maroc, au Sénégal, en Égypte, en Algérie, la Trans-Namibia en 2019. Ouais. C'est effectivement des décors, des paysages qui sont tous différents, même si c'est désertique. Est-ce que tu as une image particulière d'une course qui t'évoque des souvenirs bon, il doit y en avoir beaucoup, mais est-ce que tu pourrais m'en citer 2, 3, uniquement des souvenirs visuels? Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le désert blanc en Égypte. Parce que j'ai rarement vu un désert aussi beau, avec des immensités, des grandes roches calcaires. Et ça m'a vraiment marqué parce que il y a eu des arrivées d'étapes on était dans des endroits où on avait du mal à croire tellement les paysages étaient beaux. Et ça m'a profondément marqué. Tu vois, j'en suis encore un petit peu ému aujourd'hui parce que quand j'en parle, parce qu'il y a des choses. On a rencontré des gens. Voilà, on est arrivé dans des petits villages où les gens nous ont accueillis, nous ont préparé le thé, nous ont fait des autochtones. Des autochtones, voilà, dans certaines étapes. Et voilà, et ça restera vraiment un souvenir. Vraiment impérissable dans tous les raids que j'ai pu faire. Enfin, il y en a eu d'autres, bien sûr, mais celui-ci était assez fort parce qu'on était entouré de plein d'enfants. On est arrivé, c'était la sortie des écoles, donc tous les écoliers étaient là et nous attendaient. Et c'était vraiment super. Ouais, j'imagine. Ouais. Alors, tu parles des rencontres. Effectivement, il y a les habitants des différents lieux où tu cours.
Il doit y avoir aussi, je pense, certains participants de la course. Alors, c'est international, hein, j'imagine. Il y a, je ne sais pas quelle proportion il y a de Français ou d'Européens. C'est majoritairement des Européens. Il y a un gros comité de Français. Et on va dire, après, il y a pas mal d'Anglais, il y a pas mal d'Allemands, voilà, des Allemands, des Belges, des Suisses et quelques Italiens. Voilà. Mais c'est principalement, enfin, c'est à 100%, ce sont que des Européens, quoi. D'accord. Voilà, c'est le noyau que l'on retrouve. Il y a, on va dire, voilà, une bonne quinzaine de participants que l'on retrouve. Donc, on se connaît un petit peu au départ. On sait qu'on va se retrouver sur ce genre d'épreuve. Ah oui, voilà. C'est toujours assez sympa de se retrouver. Il y a une sorte de microcosme. Ouais, voilà. Alors, il y a quelques nouveaux qui arrivent, voilà, mais c'est vrai que le noyau dur est toujours là, quoi. D'accord. Est toujours là. C'est intéressant parce que c'est vrai que il doit y avoir assez. Est-ce que c'est ouvert à tous ou est-ce qu'il y a une sélection particulière? Alors, il y a quand même une petite sélection, quand même, parce qu'on nous demande au préalable, quand même, d'avoir des prérequis pour ce genre d'épreuve, parce que bien sûr, il nous faut des tests, on ne peut pas amener n'importe quelle personne lambda à courir dans le désert pendant une semaine sous les températures de plus de 40 degrés, 45 degrés et vivre dans des conditions un peu compliquées. Donc voilà, on nous demande quand même quelques tests médicaux et d'avoir quand même un passé sportif et d'avoir déjà fait ce genre d'épreuve. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des minima à respecter pour pouvoir accéder à ce type d'épreuve? Alors non, il n'y a pas de minima. Il n'y a pas de minima. Il y a quelques barrières horaires, par contre, sur les épreuves, voilà, qui peuvent être éliminatoires, même si elles sont très larges, parce que c'est quand même, sur un petit noyau, c'est quand même compliqué d'éliminer des gens. Mais il n'y a pas de, si tu veux, comment dirais-je, de barrière pour s'inscrire sur ce genre d'épreuve, quoi. Ok. Non. On demande quand même d'avoir fait quand même de la course, au moins des longues distances, minimum un 100 km ou un 24 heures. Mais il n'y a pas de barrière horaire, on va dire, pour une inscription. D'accord, ouais. Ok. Alors, c'est vrai que le fait de courir dans des milieux comme ça, même s'il y a un entraînement, il doit y avoir quand même un traumatisme au niveau du corps physique. Il peut y avoir probablement des blessures ou peut-être des insolations, des choses qui font que effectivement la chaleur ou même l'impact à répétition sur des distances aussi longues crée des traumatismes pour le corps physique. Est-ce que tu as pu effectivement, est-ce que déjà dans ce type d'épreuve sur tous les concurrents il y a des blessures qui sont répétitives et est-ce que toi tu en as eu certaines au pluriel peut-être qui ont fait que... Alors oui, bien sûr, le corps est mis à rude épreuve. Alors la seule chose qu'il faut vraiment préserver et la plus importante, c'est les pieds. Voilà. Les pieds, on les prépare. Enfin, moi, je les prépare 2 mois avant de partir. Bon, voilà, bien sûr, je vais voir les pédicures, j'en prends soin. Je me passe... alors, c'est un petit mix qu'on m'avait donné il y a très longtemps. Je me passe de la teinture de benjoin pour me durcir la poudre des pieds, pour éviter que la peau soit trop fragile pour les ampoules. Ce que je fais, je me talque bien sûr toujours les pieds. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de prendre soin de ses pieds. À chaque arrivée d'étape, c'est bien se laver les pieds, de les mettre au frais le plus possible, de bien les masser, c'est de les bichonner parce que c'est le moteur. Ouais. Si les pieds suivent pas, il faut savoir que les pieds gonflent beaucoup, les ongles cassent. Moi j'ai eu de sacrés problèmes sur le marathon des sables où j'avais perdu quasiment tous mes ongles. D'accord. Donc j'ai fini, ça a été très compliqué à mettre les chaussures. Enfin bon, c'est vraiment, c'était pas beau à voir. Mais voilà, si on prend soin de ses pieds, après le reste, on va dire, ce qu'il faut prendre soin, c'est la tête aussi. Ouais. Parce que la tête le mental est très important dans ce genre d'épreuve. Voilà. Le physique l'est, bien sûr. Le physique l'est à 40%. Si la tête est à plus de 60%. Ouais. Parce que si tu n'as pas la tête dans ce genre d'épreuve, tu n'iras pas au bout. Ça, c'est certain. Donc il faut avoir un très très gros mental pour arriver à se surpasser et arriver à aller au bout de ces épreuves. Et alors justement, cette préparation mentale, alors tu travailles avec Christian Mallet? Avec Christian Mallet, oui. C'est effectivement quelque chose qui se prépare en amont. Comment ça se passe la préparation et comment tu l'appliques une fois sur place? Alors... c'est-à-dire que si tu veux, je fais quand même quelques séances avec lui. On fait quand même une dizaine de séances avant de partir. Voilà, où il me fait travailler sur des points d'ancrage, où il me fait penser à plein de choses. Et on discute beaucoup, il me fait penser à plein de choses. Et il me fait rattacher vraiment à l'essentiel. Vraiment, il me fait aller chercher l'essentiel pour
dans les moments compliqués, pour que je puisse me rattacher à tout ça et que j'aille plus loin, chercher, faire abstraction de la course et ne plus penser à la douleur, oublier la douleur. Il faut que le subconscient, il faut arriver à penser au positif et chasser le négatif. Voilà. Et je travaille beaucoup avec lui et je travaille avec lui depuis plus de 7-8 ans avec lui. Et depuis que j'ai fait ce travail-là, ça m'a beaucoup servi. Ouais, beaucoup. Tu as vu un avant et un après préparation mentale. Ouais, tout à fait. J'avais quand même, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas lâcher, parce que c'est aussi dans mon ADN. Mais là, depuis que j'ai travaillé avec lui, je pense que j'ai passé un palier. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as vu, même si, je sais pas, je pense ça reste un objectif parce que tu es compétiteur, mais tu as vu un mieux au niveau de tes sensations et aussi au niveau de ton chrono? Alors au niveau, surtout au niveau de mes sensations. Voilà. J'étais capable, à un moment donné, d'aller chercher des choses auxquelles je n'aurais pas pu croire quelques années en arrière, parce qu'avec ce travail-là, voilà, ça m'a permis de me surpasser sur quelques étapes où j'étais vraiment dans la difficulté et d'aller au bout, et ce qui m'a permis après d'avancer et de gagner certaines épreuves. Ok. Ouais. Une fois sur place, au niveau de l'alimentation, c'est plutôt compliqué ou... Non, alors ça l'est pas. Alors dans la préparation, je mange normalement. On va pas dire que après, voilà, j'ai fait abstraction à pas mal de choses au niveau de la nourriture. Je vais à l'essentiel, on va dire. Voilà, comme je me dépense beaucoup, je recharge beaucoup. Tout ce qui est glucides, tout ce qui est protéines, tout ça, je mange beaucoup, beaucoup de pâtes, beaucoup de féculents. Mais une fois sur place, les staffs sont briefés et ont vraiment les nourritures appropriées à nos étapes, quoi, à notre épreuve, pardon. Ouais. Et donc voilà, on a toujours des pommes de terre, on a toujours du riz, on a toujours des pâtes. Voilà, c'est un peu rébarbatif parce que ça revient tous les jours, donc c'est un peu compliqué aussi. On a des fois des petits desserts, voilà, des petites choses, voilà, qui font des choses que nous préparent les locaux, parce qu'on a souvent des staffs. Notamment en Namibie, on avait un staff namibien, donc ils nous faisaient des petits plats aussi namibiens, donc c'était bien agréable. Mais après, la base, on va dire, des repas, c'est vraiment adapté à notre épreuve, quoi. Ouais. Donc aucun souci au niveau de l'alimentation sur place. Voilà. D'accord. On manque de rien, ça c'est sûr. Ok. Pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la préparation mentale, pardon, tu es dans un tempérament de nature qui est assez calme, assez serein, donc ça aide effectivement de pouvoir avoir une certaine attitude, que ce soit physique ou mentale, pour pouvoir appréhender ce type d'événement, parce que j'imagine aussi que si t'es quelqu'un de très vif, de très impatient, t'as peut-être des difficultés à t'adapter à certaines conditions qui sont aussi compliquées, quoi. Ouais, moi je suis un tempérament, je suis un faux calme, on va dire. Mais quand je pars sur une épreuve, je me mets pas plus de pression que ça, parce que je sais que ça va être voilà. Le plus dur pour moi quand je prépare quelque chose, c'est la préparation. Enfin, quand je m'engage sur une épreuve, c'est la préparation. Je sais que c'est les 6 mois au préalable qui vont être les plus durs, parce que je sais qu'après l'épreuve, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est là où je vais me faire plaisir. C'est là où je vais récolter tous les fruits de ma préparation. Et me dire, voilà, maintenant tu as fait 6 mois où ça a été très dur, où tu as fait énormément de kilomètres. Là, aujourd'hui, tu vas te faire plaisir. Donc, fais-toi plaisir, lâche tout. Et c'est pour ça que ça m'a réussi assez souvent, parce que je ne me mets aucune pression et je prends ça vraiment avec du bonheur de pouvoir courir dans ces endroits-là, et je me fais plaisir. Et là, vraiment, j'arrive à de suite à trouver, à m'éclater, quoi, comme on dit. Et c'est pour ça que ça m'a réussi pas mal de fois, quoi. Parce que j'ai zéro pression. Mais voilà, je me dis, voilà, tu es là, ça y est, voilà, maintenant profite. Ouais, c'est super intéressant, parce que c'est vrai que dans ce contexte-là, on a du mal à effectivement pouvoir se rendre compte qu'on peut faire appel à tant de ressources. C'est de la préparation, c'est sûr, hein, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, mais c'est dans ces moments-là, et en plus on le voit sur soi-même, qu'on se rend compte que le corps humain est capable de s'adapter à des conditions qui sont assez extrêmes, quoi. Tout à fait, ouais. Moi, jamais j'aurais cru, il y a quelques années en arrière, pouvoir me dire, quand je fais un petit bilan de tout ce que j'ai pu faire, je me dis, mais
je me dis, quand j'ai arrêté le rugby, je faisais 80 kilos. Voilà, je me dis, tiens, je vais me mettre à la course à pied, mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé pouvoir faire tout ce que j'ai fait. J'ai fait 21 marathons, j'ai fait 12 raids internationaux. Voilà, pour moi, c'est quelque chose. Même moi, je me dis, mais comment tu as fait pour en arriver là? Et des fois, je me dis, c'est incroyable quand même. Ouais. La métamorphose qu'il y a eu entre la trentaine et la cinquantaine, on va dire. Et comme quoi, quand on veut, on peut amener le corps et on peut amener l'organisme à ses fins, et puis vraiment, on peut l'amener à des endroits que jamais on n'aurait pensé, quoi. C'est ça qui est extraordinaire quand même, de se dire ça. Hein. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec François Lacassagne. Alors on parlait du tempérament tout à l'heure. Dans ce type d'épreuve, tu es souvent seul. Tu disais même le soir, il faut effectivement monter sa tente tout seul au bivouac. Et pendant effectivement des dizaines et des dizaines de kilomètres, tu es seul face à toi-même. Tu es quelqu'un d'assez solitaire dans la vie de manière générale ? Oui, je suis pas quelqu'un qui va... oui, c'est vrai que je suis quand même un tempérament assez solitaire, donc ça me convient bien, ce genre d'épreuve, de me retrouver le soir dans ma tente, ou de pouvoir discuter avec 2-3 concurrents, mais après, c'est vrai que je recherche pas vraiment... le coureur à pied est quand même assez solitaire, parce que quand on fait autant de kilomètres et qu'on se retrouve, qu'on passe des heures et des heures tout seul dans la nature, même souvent quand je vais courir avec des copains, j'arrive à me retrouver seul, parce que soit je pars à mon allure, ou alors soit ça inconsciemment, je me retrouve à partir tout seul, et puis c'est la solitude du coureur à pied, on va dire. Oui. Non, mais c'est vrai que beaucoup de personnes courent pour le loisir, parce que effectivement ils ont besoin de s'aérer un petit peu la tête. Est-ce que tu penses que le type d'épreuve que tu fais, cette discipline, est accessible à la plupart, au commun des mortels, on va dire? Alors après, comme je te le dis, tout est axé dans une grosse préparation, et puis avoir un très gros mental. Après, moi j'y suis arrivé, donc je ne vois pas pourquoi d'autres personnes n'y arriveraient pas. Hein. J'ai envie de te dire oui, voilà. Après, on le voit vite sur la préparation. Si quelqu'un est capable vraiment d'aller s'entraîner sur des après-midi où il fait très chaud, d'enchaîner 25-30 km, de renchaîner le lendemain, d'en faire autant, voire plus. Je pense qu'il faut l'avoir dans la tête. Voilà. Si tu l'as dans la tête, je pense que tu y arriveras. Comme je te disais, je pense que le mental doit prendre le dessus sur le physique dans ce genre d'épreuve. Et après, tout est lié un petit peu à ça, quoi. Mais moi, j'ai envie de dire oui, parce que j'aimerais bien, aujourd'hui, j'ai encore envie d'en faire d'autres, mais j'aimerais bien partager avec quelqu'un qui a la même passion que moi, et lui inculquer un peu ce que j'ai pu faire, et puis l'amener, pourquoi pas, à faire d'autres choses, et autant, voire plus que moi, même encore. Moi, ça me ferait plaisir. L'annonce est passée. Mais si quelqu'un... moi, c'est avec plaisir, parce que, aujourd'hui, j'ai eu la chance de beaucoup courir. J'ai parfois gagné, j'ai parfois perdu aussi. J'ai eu plein de sensations. J'ai pleuré, j'ai pleuré de joie, j'ai beaucoup souffert. Mais toutes ces émotions ont vraiment toujours été extraordinaires. Et si aujourd'hui, je peux les faire partager avec quelqu'un, les partager, ça serait encore un plus, quoi, pour moi. Bien sûr. Tu as eu envie d'abandonner sur certaines épreuves, du fait de la lassitude, de la douleur, Jamais. C'est alors je vais pas me lancer des fleurs, mais le mot abandon, pour moi, je l'ai banni en tant que coureur à pied et en tant que préparation mentale, je l'ai banni de mon vocabulaire. Donc il faut vraiment que j'ai toujours pris pour te donner une petite anecdote, il y a 7-8 ans, j'étais au Mali, et j'étais en tête de l'épreuve à 3 jours de l'arrivée. Malheureusement, j'ai attrapé une tourista. Et j'ai fini, et le docteur voulait m'arrêter parce que j'étais trop faible et tout, et j'ai continué en marchant, et voilà, ils m'ont perfusé.
j'avais été très très bas, j'étais descendu 9 de tension, je crois, et j'ai fini. Bon, voilà, j'ai fini l'épreuve, mais je lui dis que je monterai pas dans la voiture. Ouais. Et voilà, et j'ai fini. Bon, peut-être au détriment, alors peut-être que certains penseront que c'est un peu fou, que c'est peut-être au détriment de ma santé, mais bon, voilà, je sentais vraiment qu'il fallait que j'aille au bout de la chose, quoi. Et puis je me voyais pas abandonner. Et, voilà. Et rapport aussi aux gens qui me font confiance, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont suivi durant toutes ces années sur les différents raids que j'ai pu faire, qui m'ont aidé financièrement, parce que c'est un coût aussi. Et donc par rapport à ces gens-là, voilà, j'ai pas envie d'abandonner. Et donc j'avais été au bout. Ça avait été compliqué, mais j'avais été. Voilà. Ok. T'es effectivement suivi entre les courses, mais t'es aussi suivi pendant les courses. T'as accès aux réseaux sociaux, à une communauté qui peut te suivre en direct, que tu regardes peut-être le soir en rentrant au bivouac. T'as accès effectivement à des... Alors, dans tous les raids que j'ai pu faire, c'est la Namibie, donc le dernier raid que j'ai pu faire en 2019. C'est le seul raid où j'ai eu accès aux réseaux sociaux. J'avais créé un groupe sur WhatsApp et j'essayais, quand on pouvait le faire, bien sûr, suivant si on avait du réseau ou pas, je donnais des nouvelles voilà, tous les 2, 3, 4 jours. Et là, je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir au niveau de la ville, parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages, et tous les soirs, je passais des heures à lire les messages, et je peux te dire que ça me regonflait pour le lendemain, et que je repartais vraiment de bon pied. Gonflé à bloc. Gonflé à bloc pour l'étape, parce que c'était vraiment super de pouvoir envoyer 2-3 photos, de pouvoir dire où j'en étais, comment ça se passait, mes sensations, voilà. Les gens qui m'encourageaient, qui me donnaient... ça me réchauffait le cœur. Des gens que tu connaissais pas. Alors des gens que je connaissais, et des gens que je connaissais pas aussi, voilà, qui m'ont envoyé des messages très chaleureux, et ça fait vraiment du bien, quoi, de savoir qu'on est suivi comme ça, quoi. Oui, c'est sûr. Et du coup, est-ce que dans toutes tes préparations, que ce soit sur les dernières années ou au tout début de cet exercice-là, est-ce que tu as eu des modèles, des mentors, des gens qui t'ont accompagné? On parlait de Christian Mallet tout à l'heure, qui t'a accompagné beaucoup au niveau préparation mentale, mais est-ce que tu as eu par exemple d'autres pratiquants de cette discipline que tu essayes d'imiter, en tout cas, qui ont été des modèles dans ta discipline? Non, honnêtement, non. Bon, j'aime bien pas mal de coureurs, d'ultra aussi comme ça, mais que j'ai pas forcément rencontré. Et puis, chacun a sa personnalité. Et puis, moi, je n'ai pas de modèle. Je me conviens comme modèle, on va dire. Voilà, ça me va très bien. Je sais d'où je viens, donc je me dis que ce que j'ai fait, c'est quand même pas mal. Je te confirme. Et voilà, donc c'est pour ça que, après, respect à tout le monde, respect à tous ceux qui courent, respect à tous les gens qui font ce genre d'épreuves, quel que soit le niveau. Mais voilà, moi je me contente de suivre mon propre chemin et d'avancer, quoi. Ok. On arrive à la fin de ce podcast. Avant d'arriver aux dernières questions, est-ce que tu as des ressources particulières, des mantras, des citations que tu te dis pour essayer d'avancer ou... J'en ai bien quelques-unes, oui, bien sûr. Par exemple. Alors là, comme ça... je te prends de cours. Tu me prends un petit peu de cours, mais bon, voilà, comme je disais, le mot abandon que j'ai banni de mon vocabulaire sur ces courses-là, voilà, de toujours aller plus loin, de penser à des choses positives. L'abandon ne fait pas partie de moi, quoi. Voilà, donc j'essaye de positiver au maximum toutes les choses et d'avancer, et ça m'a porté toujours chance, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des livres que tu as pu lire qui, de près ou de loin, ont pu t'apporter quelque chose, que ce soit sur l'exercice mental ou des techniques particulières, des ressources littéraires, ou même des documentaires, ou des choses effectivement qui ont pu t'apporter quelque chose et te faire arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors bon, j'ai beaucoup lu, hein. Ouais, j'ai lu des livres bien sûr sur la course à pied comme tout le monde, j'ai lu des livres aussi sur la prépa mentale, voilà, qui m'ont aussi aidé, hein.
Je regarde aussi un peu des documentaires. Bien sûr, tout ce qui touche à la course à pied à ce monde-là m'intéresse beaucoup. Ouais. Je regarde beaucoup des émissions qu'on peut voir, des grands formats qu'on peut voir sur Canal, voilà, sur la course à pied, sur Kylian Jornet, qui est un modèle dans ce milieu-là. Et bien sûr, même si lui, c'est pas un coureur du désert, c'est plus un coureur de la montagne. Hein. Mais bon, je suis sûr que s'il venait dans le désert, il aurait le niveau. Il serait formidable. D'accord. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que il y a effectivement, tu me parlais tout à l'heure d'une prochaine course qui est prévue. Tu as déjà quelque chose de précis à l'horizon? J'ai très envie de revenir, parce que j'y suis déjà allé, en Jordanie. Voilà. Donc, 2021 peut-être, si la situation sanitaire s'arrange, bien sûr. Ça ferait partie de mes projets pour la fin d'année, peut-être. Voilà, si mes partenaires me suivent, je me dis pourquoi pas, j'ai bien envie, parce que j'ai beaucoup aimé aussi cette épreuve, qui est un format un peu plus court, qui est un 170, je crois, 160-170. Et l'arrivée à Petra, bien sûr, dans le site de Petra, où c'était vraiment somptueux. Bon, pour ceux qui visualisent pas, Petra, c'est un décor Indiana Jones. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je sais plus quel épisode c'est. Je sais plus, mais bon, ça parle. Ça parle. Vraiment, quand on arrive dans cet étrangloir là, et qu'on arrive vraiment sur la place où il y a les grands palais là, on est dans une zone, il y a des rochers qui font peut-être des parois rocheuses qui font peut-être 100 mètres de haut, et qu'à un moment donné, la lumière jaillit et on arrive sur la grande place. Là, c'est vraiment... cette terre qui est rouge. Cette terre qui est rouge, ouais, c'est vraiment somptueux. Qu'on arrive devant ces palais, là, ces palais, c'est vraiment grandiose. Ouais, j'imagine, ouais, effectivement, ça doit calmer. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que ce podcast s'appelle donc Visage Gaillard? Est-ce qu'il y a un lieu sur Brive ou dans les alentours qui t'évoque effectivement des souvenirs particuliers ou dans lesquels tu aimes bien te retrouver? Alors, on peut parler effectivement de la course ou simplement en balade comme ça. Ça peut être à Brive, mais ça peut être dans les alentours. Oh, je cours beaucoup, moi, sur des endroits comme la Voie Verte, tu vois. Je vais beaucoup aussi sur Chasteau, j'essaye de chercher un peu dénivelé, je varie un peu mes parcours. Après, j'aime bien courir même, je cours aussi beaucoup à la Plaine des Jeux. J'aime bien me retrouver dans ces endroits-là, voilà, c'est les endroits où j'aime bien me retrouver. Après, j'aime bien me balader aussi dans Brive, parce que je suis un pur briviste et j'aime ma ville. Et j'ai toujours plaisir à aller me balader, retrouver des amis, discuter un petit peu, aller boire un petit café avec tous mes copains. Très bien. Merci beaucoup François, c'était super intéressant. Merci Mathieu. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux connaître l'univers de François Lacassagne. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode et cette discipline sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous pouvez retrouver également François sur son compte Instagram. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis à ce podcast. Pour ma part, je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.